Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Hier, j'ai fait tout qu'un saut, Doc Mayou. Sur quoi? En quoi? De quoi? Je sais pas chez vous, là. J'ai vu un rayon du soleil puis il faisait chaud. Sérieux, là, j'en revenais pas. Je me suis dit, coudonc. Ça s'en vient, José. Il pleut encore, ça n'a pas de bon sens. Sois patient. Je sais pas chez vous, dans votre coin, là, Oui. dans votre région, où vous êtes en ce moment, d'où vous nous écoutez. Oui. Moi, la température, pour vrai, là, ça m'affecte rarement. C'est pas ça qui détermine mes activités, mais c'est plate. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué hier quand j'ai vu le rayon de soleil puis que je suis sortie pas de manteau. Hey, là, le bonheur intense. Je me dis, dans la température, ça m'affecte plus que je pense. Le regain de... Je vous dis, je souriais toute seule. Oui. J'étais dehors, puis le monde va se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais pas de manteau, Oui. il fait chaud. À cause du contraste. Ben, ça fait longtemps qu'on n'y a pas goûté. Alors, c'est nouveau. C'est normal. Réaction usuelle. Alors, il y a un contraste important parce que il y a 10 jours, on a eu froid. Puis, Ben oui. changement drastique. On est comme dû mentalement, là. Hein? Je sais pas, notre Oui, corps c'est est sûr. peut-être programmé Soyez qu'à ce sans temps-ci de crainte. l'année, on est supposé de partir de la piscine. Soyez sans crainte, Rimouski, ça s'en vient. On va les taquiner. Ah, ben oui. Parce que bientôt, à l'automne, je pense, ils vont pouvoir nous prendre... non, eux nous Ils prennent nous prennent déjà. déjà à OK. Rimouski. Rimouski nous prend déjà. Ben oui, c'est pour ça qu'il y en avait deux dans ma émission qui Oui. avaient téléphoné. Sur une station satellite. 93.3. Eh oui, Ah, ça s'appelle comme ça? ben oui. 93.3 Rimouski? C'est fixe, 93.3. On vous salue, Jean de Rimouski. Oui. Jean de Rimouski, oui, Pour parce ceux que... qui ne comprennent pas, là, c'est parce qu'à un moment donné, Doc Mayou parlait avec quelqu'un, puis il disait, rassurez-vous, ça s'en vient le beau temps, pareil, comme ce qui était à l'autre bout du monde. Oui, parce qu'il y a eu une période de 2 semaines avec une différence au moins de 4 degrés Celsius par rapport à Québec, à Rimouski. C'est quand même important, là. 4-5 degrés oui. Celsius. Ben, Québec, Puis- Montréal, on l'a, cette différence-là aussi. Hein? Oui, C'est assez fort. Ça, on est habitués. Ben oui, c'est ils, ça. ils sont habitués. Ouais. C'est pour ça qu'ils se pensent meilleurs. Peut-être que ça contribue. Le soleil leur réchauffe les esprits. Mais c'est pas toujours dans le bon sens. Aïe, aïe. Avec Élise Desaulniers, là, la directrice générale du SPCA de Montréal, qui écœure le Festival de Saint-Tite et les commanditaires. Non, écoute, là, c'est beau. Belle réaction, Mauricie. La Chambre de commerce de Mekinac a levé un drapeau et dit « Hey, un instant, touche pas à mon rodéo, Non. Élise. » Et là, il y a eu le regroupement des chambres de commerce de la Mauricie qui se sont alliés et qui ont dit « Élise, touche pas à notre rodéo, là. » Bon. Parce qu'on est assez grand, on est assez intelligent pour s'occuper du bien-être animal. Parce que... Est-ce que la Mauricie a besoin d'Élise Desaulniers de Montréal? Gardons Et- nos taureaux parce qu'elles sont de très bonnes vaches à lait pour la Mauricie. J'allais rajouter, l'idéologie d'Élise Desaulniers me fait honte en tant que Canadien français. J'ai bien dit l'idéologie. Idéologie Ah oui. comme dans idiot. On avait Et non compris. pas idéo. Ah non, il faut que ça reste, là. Moi, j'aime ça, là, me parader avec vous, là, dans la carrière. Une fois par année, hein, c'est... Et je peux vous assurer, chers auditeurs, que les animaux du Festival de Saint-Tite sont traités beaucoup mieux que beaucoup d'enfants placés par la DPJ dans des familles d'accueil. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, on pensait pas parler de ça, mais en tout cas, moi, ce que j'ai Ah, vu, ben, là, les fois où je suis allée avec vous, d'ailleurs, parce que avant de partir dans la parade, on est près des écuries, on est, tu sais, c'est incroyable, on ressent cette passion-là, moi, je dirais même dévouement des gens envers leurs animaux. C'est beau à voir. Moi, ça me touchait de voir ça. Oui. Alors, j'affirme que la plupart des animaux, la vaste majorité des animaux du Festival de Saint-Tite, que ce soit des chevaux, des taureaux, n'importe quoi, sont mieux traités qu'un gros pourcentage d'enfants placés par la DPJ dans des familles d'accueil. Aucune difficulté à croire à ça. Élise, tu veux verser dans l'idéologie, on va y verser avec toi, sois sans crainte, compte sur moi. J'aime beaucoup ça, ce mot-là. L'idéologie. Ouais, l'idéologie J'aime ça. est parce que c'est très dangereux, l'idéologie. C'est un regroupement d'idiots ensemble qui dérapent. Ça peut conduire à des atrocités.
Exemple, le communisme. Il y a jamais, on parle toujours de l'Holocauste, les Allemands qui ont tué des Juifs. On parle jamais de Staline. On évalue entre 20 et 40 millions le nombre de personnes qui ont tué ou fait assassiner. Mao Tse-tung, dans sa fameuse grande marche, il en a tué une maudite gang. Pol Pot au Cambodge. Ouais. Écoute, partout! Puis Lénine, puis notre ami Castro, à un moment donné, on pourrait peut-être lui demander un petit décompte. T'en as fait tuer combien, Castro? T'sais? On va laisser les taureaux et Castro de côté. On va revenir à nos moutons. Oui, nos brebis. Notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Je vais vous dire d'où ça vient. Je me promenais, moi, c'est toujours ma routine du matin. Je lis les journaux, j'essaie de trouver une inspiration pour un sujet du jour. Et là, j'étais sur le Huffington Post Québec. Oui. Et là, je vois, c'est dans la section blog, et c'est Marie-France Baudry qui écrit « Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de dignité ». Et là, elle raconte qu'un vendredi soir, elle était dans une pharmacie de quartier. Elle dit que la semaine était chargée. Elle magasinait des prix pour de l'ibuprofène. Elle dit, avec sa face du soir, les traits tirés, maquillage surmené, cheveux un peu rebelles. Et là, elle était devant le comptoir en train d'essayer de se rappeler combien coûte le même flacon de comprimé dans les autres pharmacies. Elle prend du temps, elle regarde les produits. Et là, un gardien de sécurité qui se met à la surveiller. À tel point qu'il la suit partout dans la pharmacie. Et il a poussé la chose jusqu'à la suivre à la caisse et resté là jusqu'à ce qu'elle ait payé et pris le chemin de la sortie. Et là, elle dit, je la cite, « J'ai quitté le commerce avec un moton dans la gorge, j'étais tellement chamboulée. À ce moment de ma vie, je me suis sentie comme une merde. » Et elle dit, la pauvreté, ça brise. Quand on a le malheur de sombrer dans le gouffre de la pauvreté, la société nous catalogue comme citoyens inférieurs. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de dignité. Là, je la lis, là, je vous vois réagir, là, mais je la lis. Puis elle termine en disant, oui, elle avait un manteau ordinaire, des bottes qui étaient usées. Mais elle dit, pendant qu'il me surveillait, il y avait peut-être une madame riche qui était en train de voler 2 flacons de parfum dans sa bourse sans être dérangée. Et là, ça m'a amené l'étiquette. Tu sais, des fois, on met une étiquette sur les gens. Comme, c'est vrai ce qu'elle dit dans le sens que peut-être qu'elle avait de l'air louche. Puis en passant, moi, chaque fois que j'entends une histoire comme ça, même par rapport, en tout cas, il y a Sandacha, c'est au Saguenay, qui voulait interdire, c'est en Morcie, qui voulait interdire que les jeunes... C'est chez nous. ...aillent sur l'heure du midi. C'est au Cap-de-la-Madeleine. Bon. On en a discuté à la commission PM ce matin. Bon, parce exactement. que ça arrivait en grosse masse dans les commerces, puis ils ressortaient, puis il manquait souvent de quoi. Bon. Ouais, vol et vandalisme. C'est ça, exactement. Puis là, bon, on pointe du doigt les commerçants, etc. Mais moi, elle était à leur place. J'aurais fait la même affaire. Maintenant, il faut protéger nos avoirs et nos acquis. Parce que ça arrive, effectivement, qu'il y en a des pauvres qui volent. OK, on va se le dire, là. Puis ça arrive aussi qu'il y a des riches qui volent. Bon. Mais je retiens quand même que elle était juste pas à son avantage, cette fois-là. Puis elle s'est sentie jugée de par son apparence qu'elle avait de l'air pauvre. Elle a oublié une donnée objective qui est que en Mauricie, dans la région de Trois-Rivières, il y a des groupes organisés qui volent de la viande dans les supermarchés. Oui, oui, ça existe. Hommes et femmes. Alors, les femmes volent et puis les hommes font le recel. Imaginez-vous donc que ça existe. Ben oui, exact. Et là, c'est pas les plus riches de la place qui font ça, là. Alors, on a énormément de vols et de recel en Mauricie. Ben, d'après moi, il y en a un peu partout. On a notre code-part, je peux te l'assurer. En tout cas. Alors, ceci étant dit... Alors, la oui. question qu'on pose aux gens aujourd'hui, et on a même une question spring, est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce que vous, là, on veut parler à ceux qui ont une étiquette, puis vous le savez que vous en avez une. Avez-vous une étiquette, une réputation qui vous colle à la peau, puis qui est dure à décoller, à rétablir? Avez-vous même eu à déménager pour refaire un semblant de réputation à quelque part? J'ai pas déménagé parce que je suis pas déménageux, mais l'étiquette me colle solide encore hier matin. Il y a quelqu'un qui a passé à côté de moi avec un accent, probablement maghrébin, il y avait un jeune pitbull. Il passe, il me double, part dans la rue, puis il dit, ouais, tu parles des Arabes, toi? J'ai pas dit un mot.
puis un gars costaud, là, un jeune gaillard costaud. Et je l'entendais parler tout seul derrière moi, mais quand il m'a vu, il m'a ciblé. J'ai pas aimé ça. L'étiquette, là, moi, là, je suis en béquille, je peux pas me sauver. Le gars, il était vraiment... Écoute, il faisait presque 2 fois mon poids, là. Ah oui. Alors, l'étiquette de raciste, l'étiquette de misogyne, l'étiquette de sexiste, j'en ai plein le derrière. J'ai osé dévoiler à l'émission de Paul Arcand en 2005 ce qui était enseigné en psychoéducation à l'Université de Montréal. Parce que le professeur qui enseignait ça m'avait dit « Écoute, Pierre, après nous avoir présenté ça au Congrès des psychiatres, c'est donné sur les quotients intellectuels interethniques, sur des moyennes de groupe, qu'on a oublié, sur des moyennes de groupe, il m'avait dit « Écoute, Pierre, il dit, je suis pas pour aller parler de ça sur la place publique. Il dit, ça va créer une réaction. » Fait que là, tu pas qu'à un moment donné, mon Paul Arcand, un matin, on va parler de racisme un matin. Fait que là, tombe bien. J'ai dit, j'ai eu des données là-dessus, puis il y a des éléments qui sont enseignés à l'Université de Montréal. Et là, v'là-tu pas que, habile comme pas un, Guillaume Lepage saute là-dessus en septembre 2006. Je m'y attendais pas, j'étais pas préparé à ça. Et là, ça a déclenché. Il y avait Dan Bigra à côté de moi, Mitsou à côté. J'ignorais que Dan Bigra avait fréquenté une mulatte. Je savais pas que Mitsou vivait avec un mulatte, avait des enfants mulattes. En tout cas, quel chiard. Et là, on m'a accusé d'être raciste. Les amis, c'est très clair. J'ai dévoilé sur la place publique ce qui est enseigné à l'université par le professeur Serge Larrivée. Deuxièmement, j'ai un demi-frère mulatte. Imaginez-vous donc mon père je dirais pas sa vieillesse, mais à partir de la soixantaine, avait une compagne noire, afro-mexicaine au Mexique. Et il y a eu un enfant avec elle. Après son décès, le jeune avait 15 ans. 15, 16, 17, non, c'est 16, 17, 18, pendant 3 ans, j'ai payé une pension alimentaire au Mexique. Hey, tu parles d'un raciste. Je suis raciste. Continuez, la gang. Vous allez m'enflammer. Puis au niveau du sexisme, écoute, ça fait 28 ans et demi et 3/4 que je suis au centre Comtois à Louisville qui dessert en psychiatrie la majorité des cas du comté de Masquinongé. J'ai œuvré avec des infirmières. J'ai jamais eu d'altercation avec aucune infirmière, aucune préposée, aucune réceptionniste. J'ai jamais eu de conflit avec personne en 28 ans, 3/4. Vos animatrices non plus? Ouais, ben ça fait 3. T'es la 3e, puis jamais eu de conflit. Et la dernière, je l'espère. Oui. Alors, la misogynie et le sexisme, là, je commence à en avoir plein le casse de l'étiquette. Ouais. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on a 2 bons appels. OK. Des gens qui ont vécu du jugement, on va le dire comme ça, qui ont une étiquette. À tort, à raison, on veut vous entendre. Comment vous avez géré ça? Et on a une question spring. Oui. Puis elle est très claire, là. Vous a-t-on jugé à tort? 25-226. Comme d'habitude, homme, femme, oui ou non. OK? Et votre âge. Mais je pense que vous êtes rendu pas mal habitué, hein? Je trouve ça le fun. Alors, au 25-226, vous a-t-on jugé à tort? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous avez une étiquette qui est collée là, sur vous. Là, pas possible de vous en débarrasser. Les gens vous jugent par rapport à quelque chose. Racontez-le nous. On va parler tout d'abord avec Éric de Québec. Bonjour, Éric. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Éric. Racontez-nous. Je vous raconte ça. Ça a été assez difficile. Là. J'étais dans une sorte de formation professionnelle avec mon ex-conjointe. Puis ça s'est mal terminé entre moi et elle. Il a fallu que ça en aille dans un centre de femmes en difficulté. Et puis parce que là, c'était trop. Là. On n'arrêtait pas de chicaner. Puis c'est ça. Elle a eu des pressions pour faire une plainte de voie de fait, puis de harcèlement criminel contre moi.
Donc, on était à la même école. Et puis, j'ai été tagué là, tout de suite. Là. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de comment on appelle ça? De dire qu'il est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Là. Ça n'a pas été ça. Non. Éric, laisse faire le palais de justice, là. Et comment se fait-il que votre ex s'est ramassé dans une maison pour femmes en difficulté? Elle avait aucun moyen, elle avait pas d'amis, elle avait pas de place où rester parce qu'elle s'était fait mettre dehors à chaque fois de chez des amis. Elle avait fait une tentative de suicide, la police était rentrée, avait défoncé la porte, ça s'était parlé. C'est ça. Étiez-vous au courant de ça? Il y avait des gros problèmes. Oui, OK. Étiez-vous au courant de son comportement avant de la fréquenter? Qu'elle avait fait une tentative de suicide? Pas avant de la fréquenter. Pas avant de la fréquenter. J'ai eu des petits N, là, mais pas tant que ça. Dès qu'elle se saoulait, là, c'était l'enfer. Des petits N? Ben, des petits N. Elle m'en parlait un petit peu, comme de quoi rester un petit peu à la fois. Pas pour pas avoir tout le portrait au complet. J'avais pas poser des questions. Mais, vous aviez quel âge, tous les deux? Vous aviez quel âge à ce moment-là? 28 ans. Ah, vous aviez 28 ans? Et elle avait quel âge? Elle avait 34, 35. Avec ou sans enfant? Sans enfant. Où avez-vous pêché, Éric? Ah, j'ai pêché. Je l'ai rencontré sur un contrat de travail que j'avais. Et puis, ça a été... on peut dire un coup de foudre, là. Ça a été fort dès le début. Donc, autant c'était fort... Qu'est-ce qui était fort dès le début? C'était la tension sexuelle était très forte. Ah oui. Chez vous ou chez elle? Les deux. Ça a été les deux spontanés. C'est drôle comme quand on gratte un peu, à un moment donné, on se dit les vraies choses. Alors, c'était pas un coup de foudre, c'était un attrait sexuel très fort qui a engendré une tension sexuelle très forte et devant être soulagé au plus vite. N'est-ce pas? Oui, exactement. Et le plus souvent possible. Mais... Donc... Mais ça a mal viré. Vous êtes bon joueur. Ça a mal viré, oui. Éric, puis, je me suis fait... bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas le seul auquel ça arrive. Oui, mais ça y a coûté cher. Non, mais ça a coûté... ça a été une année exécrable. Ça a été vraiment difficile pendant cette année-là. Je me faisais watcher, je me faisais donner des commentaires, autant par la direction que par... Les profs voulaient plus me répondre à mes questions. J'étais rendu persona non grata, là. C'était vraiment... C'était très difficile. Quand j'ai été acquitté, j'étais content de le dire à tout le monde, hein, c'est évidemment. Mais ça n'a absolument rien changé. On me demandait encore de prendre des chemins dans l'école des corridors où j'avais le moins de chance d'avoir des contacts avec elle. Bon. Éric? C'était la grosse victime. Éric, oui, mais attendez un peu, là. Attendez un peu. Bon. Vous, dans votre cas, vous n'étiez pas l'instigateur de son bouleversement, OK? Non. Cependant, est-ce que vous saviez qu'il y a un pourcentage important d'hommes qui sont dangereux pour des femmes? Oui, ça, je peux le comprendre. Comprenez-vous? Ça, je peux le comprendre, mais à la minute que je t'ai à cause de ces goujats-là, il y a des individus qui n'ont rien à foutre dans le bouleversement d'une femme qui vont être étiquetés. Parce que il y a un gros pourcentage d'hommes avec des idées de tuer, de tuer l'autre, tuer les enfants, faire arriver des accidents. Mais c'est grave. Tu sais, comme lui, il avait l'étiquette d'un violent conjugal. Oui, mais il y en a beaucoup. Ben oui, mais lui, il ne l'était pas. Puis lui, vous n'avez pas dû pogner ben non plus avec d'autres femmes cette année-là, là, parce que... Il n'y a eu aucune, zéro open bar, c'était impossible. La gente féminine c'était non, c'était... Comment ça s'est fini? J'étais vraiment personnel de Micrata. Comment ça s'est fini, tout ça? Ben, ça s'est fini que j'ai déménagé. Je me suis pris le job très loin, à 6 heures de route, parce que ça a été... c'est un petit milieu où je travaille, dans lequel je travaille. Le domaine que je travaille, c'est un petit milieu.
tout le monde se connaît. Puis il a fallu que je prenne une job là, à 6 heures de route de chez nous. C'est bien correct. J'ai rencontré une femme merveilleuse. J'ai un petit gars de 2 ans. C'est ma vie. J'ai complètement transformé ma vie. Ah bon? Fini, les problèmes Alors là, avant de copuler, vous avez décidé de faire l'inventaire de la marchandise. Tiens. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Non? J'ai encore fait la même chose que j'avais faite. J'ai trouvé quelqu'un avec qui la tension sexuelle était très forte. Et puis... Mais vous êtes un indomptable. Un indomptable. J'ai pas eu le jackpot, par exemple. Bon, vous avez Exactement. été chanceux, ça. Alors, la morale de l'histoire, ce n'est pas l'attrait sexuel qui est le problème. Non, c'est pas le problème. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose. Allez-y. À la minute où la personne est déclarée non, elle est acquittée, non coupable. Ce qui est là mon problème. Quand j'ai été acquitté, lavé de toute charge, là, le problème continuait, même avec la direction, même avec les professeurs, même... Oui, j'avais attendez, beau crier sur tous Éric, les toits que j'étais acquitté. Attendez, Éric, il y a une nuance ici, là. Et Jerry Slavounos a vécu ça. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais brièvement, Éric, quelqu'un peut être acquitté faute de preuves, mais il l'a fait ce dont on l'accuse. Acquitté ne veut pas dire innocent. Acquitté ne veut pas dire blanchi. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de preuves pour te faire rentrer en prison. Comprenez-vous? Au criminel, ça prend une preuve hors de tout doute. Bon, dans le cas de Jerry Slavounos, le député, lui, il a été blanchi dans l'affaire de la jeune femme. Il a été d'Alice Paquette. Ouais. Il a été blanchi. La couronne... C'est quoi la différence à la cour? C'est quoi la différence entre blanchi et acquitté? Oui, parce que dans le cas de Slavounos, la couronne a dit qu'il n'y avait eu aucun comportement répréhensible de la part de Slavounos. Vous, dans votre cas, il y a eu un procès et vous avez été acquitté. Ça ne s'est jamais présenté. Bon. Vous avez été acquitté faute de preuves. Il y en a un dans l'actualité ce matin, un cas identique au vôtre. Ouais. La personne qui prétendait avoir été agressée ne s'est pas présentée au tribunal, donc l'homme a été acquitté. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment rien fait? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Exact. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci d'avoir appelé, Éric. Ça nous permet Merci. Ça nous permet de se préciser, de mieux comprendre des nuances. Je suis sûre qu'il n'est pas le seul, moi, à avoir dû, pas juste à cause de la violence, là, mais pour tout autre sujet. C'est sûrement pas le seul qui a dû déménager. Tu sais, pour repartir à neuf là, dans le regard des autres. Et il y a beaucoup de femmes qui ont été violentées, qui ont été obligées de déménager. Aussi. Alors, ce matin... Mais là, ce matin, on parle de l'étiquette, là. Oui. Oui, ça existe des femmes violentées, ça existe des hommes violents, ça existe du monde tout croche. On a un masse d'émissions pour en parler de ça. Mais là, on a quelqu'un qui, innocemment, a été étiqueté. Exact. Fou dangereux, batteur de femmes, alors qu'il ne l'était pas. Exactement. C'est sa prétention. Bon. D'ailleurs, il est acquitté. Disons que on peut entretenir un doute favorable à son égard, n'est-ce pas? Exactement. On va à la pause. Continuez au 25226 de nous écrire si on vous a jugé à tort dans votre vie, en question Spring, et au téléphone également. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Restez à l'écoute. On a encore 2 bons auditeurs en ligne avec des histoires à nous raconter. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous avez une étiquette. Êtes-vous pogné avec une étiquette qui vous colle à la peau? Racontez-nous au 25226 et au téléphone. On va aller parler avec Jasmine de Québec. Bonjour, Jasmine. Bonjour, bon matin. Bonjour, Doc Mayou et José. Oui. Bonjour, Jasmine. Enchantée. On vous écoute. Moi, j'ai été escorte indépendante pendant près de 10 ans. Mm-hmm.
ma famille n'était pas au courant. Il y avait seulement les gens dans le milieu avec qui que je travaillais qui l'étaient et mes amis proches. Oui. Mais j'ai un oncle qui est tombé sur une de mes annonces et qui, au lieu de garder ça pour lui, est allé le dire à toute ma famille. Moi, ma famille est assez de nature conservatrice. Conservateur, oui. Excusez-moi, Oui. je suis un petit peu nerveuse. Non, c'est correct. C'est correct. Et puis, c'est des gens qui ont tous des bons métiers et tout ça, donc c'est ça. Il y en a qui m'ont jugé beaucoup. Il y en a qui sont un petit peu plus automnes, qui m'ont dit que c'était ma vie puis que ça les regardait pas. Mais je veux dire, c'est une étiquette que je vais garder maintenant. J'ai trouvé un emploi et tout, mais je veux dire, peu importe ce que je vais faire dans ma vie, ça va tout le temps me coller. Puis j'étais obligée de déménager de quartier parce qu'il y avait des gens proches de chez moi qui le savaient. Puis au lieu de garder ça pour eux, ben ça allait le dire à tout le monde. Hein. C'est comme, on dirait que quand t'es danseuse, escorte, les gens ils comprennent pas vraiment. Ils ont tellement de préjugés, puis ça va parler, puis ça va dire plein d'affaires. Fait que tu sais, comme t'es étiqueté comme si tu travaillais sur le coin d'une rue, t'étais en train de fumer du crack. Là, je veux dire, c'est pas toutes les filles qui ont ce modèle de vie-là. Il y a des femmes qui ont des enfants comme moi. Moi, c'est pour travailler, payer mes comptes parce que j'ai pas eu beaucoup d'éducation. Donc, trouver des emplois qui étaient bien rémunérés, c'était difficile, surtout avec un bébé qui était jeune. Donc, je veux dire, je me droguais pas. Là. Je veux dire, mes sous, ça m'a permis de me sortir de la pauvreté, justement. Donc, il y en a qui comprennent pas ça, il y en a qui l'ont compris, mais j'étais obligée de déménager parce que moindrement que je sortais à l'épicerie, c'était rendu que même la caissière de l'épicerie le savait, donc c'était rendu... Moi, j'ai pas de problème avec ça, sauf que les gens, dans le monde dans lequel on vit... Attendez, dans quel coin? Bon, OK. Là, on comprend. Oui. Vous vivez dans quel coin, sans nécessairement nous dire exactement? Dans une grande ville ou une petite ville ou un village? Dans une grande ville. Non, dans une grande ville. Si j'aurais été dans un village, non, pas fonctionné, là. Oui, c'est pour ça. Ça prend une collectivité d'un certain volume, là. Exactement. Pour pouvoir... Garder l'anonymat, oui. Bon. Escorte indépendante, 10 ans. De quel âge à quel âge? J'ai commencé en sortant de centre d'accueil à 18 ans. Puis ça a été jusqu'à, je vous dirais, tout récemment. J'ai encore gardé des clients réguliers parce que c'est difficile de renoncer à autant d'argent facilement, même si j'ai un bel emploi aujourd'hui. OK. Dans quel domaine vous travaillez? Dans quel domaine vous travaillez actuellement? Comme secrétaire maintenant. Vous avez travaillé comme secrétaire, mais vous gardez quelques clients? Paye, hein, Et combien vous chargez? Combien de l'heure pour vos clients? C'est 180 de l'heure. 180 de l'heure? En argent, non déclaré, évidemment. On ne déclare pas ça à l'impôt? Je l'ai déjà pensé, mais non, ça... Maintenant, c'est intéressant. Vous venez de mentionner, à la sortie du centre d'accueil, qu'est-ce que vous faisiez là, au centre d'accueil? Ben moi, je viens d'un milieu qui est difficile. Ma mère, c'était une consommatrice, une ex-danseuse. Ma mère était bipolaire aussi, là. Puis mon père, il n'a pas été dans le décor jusqu'à ce que je sorte de centre d'accueil à 18 ans. Donc, pour ma sécurité, quand j'étais jeune, la DPJ sont venus me sortir de mon milieu familial. Okay. Puis j'ai fait famille d'accueil, mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis rébellée parce que l'abandon de ma mère, j'ai trouvé ça difficile, même si... comme je vais employer vos termes, ma génitrice, parce que c'est vraiment pas... je peux pas la qualifier de mère. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on se parle plus, là. Bon, exactement. Et c'est très poli, soit dit en passant, parenthèse, Jasmine, de référer à ses parents comme étant des géniteurs, c'est vrai. C'est la réalité biologique. Alors, c'est pas un comme ma mère. Non, c'est ça. Aujourd'hui, je suis une mère moi-même et je ne comprends pas comment ma mère elle ne pu pas m'aimer puis me traiter de cette façon. Quand je regarde, moi, ma fille, j'ai tellement d'amour à l'intérieur de moi, je peux pas... Mm-hmm. Je sais qu'elle était malade, là, mais je veux dire, il y avait d'autres choses en tout cas, là, mais elle était votre génitrice. Exactement. Elle vous a accouché, mais elle n'avait aucun talent maternel. OK. Exactement. On s'entend jusque-là. Donc, à part ça, vous savez, Jasmine, il y a une réalité. Je vais faire un moraleux de moi-même, Josée, si tu me permets. Vous savez, Jasmine, dans un élan de moralisation ce matin, je vous dirais que le fait d'être escorte, ça fait partie de votre histoire. C'est pas une étiquette. Ça fait partie de votre histoire. Comme moi, j'ai mon histoire. Josée a la sienne. Vous avez la vôtre. Oui. C'est pas une étiquette, ça. C'est l'histoire personnelle de quelqu'un.
Oui, vous le voyez comme ça parce que je connais votre position face aux travailleuses du sexe, Monsieur Mailloux. Mais je veux dire... C'est quoi ma position, là? C'est quoi ma position? Pour avoir écouté beaucoup d'émissions et quelques entrevues que vous avez faites, je sais que vous considérez que les femmes qui vendent leur corps, vous n'avez pas de préjugés face à ça. Là. Ben voyons, à quel honneur? C'est ma perception de qu'est-ce que j'ai pu écouter de vous. Là. Oui, c'est vrai, mais pourquoi je suis comme ça? Je sais pas, je pourrais pas vous dire, M. Mailloux, je vous connais pas. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Moi, ça vous regarde. Jasmine, on vous écoute. Là, bon, vous avez été escorte, vous aviez une enfant, puis vous êtes pas drogué, vous êtes issu d'une mère toxicomane, vous en avez bavé un coup d'un centre d'accueil. Est-ce que c'est un centre d'accueil ouvert ou fermé? Ça a été fermé parce que j'ai fait des fugues quand j'étais plus jeune, là, en famille d'accueil. Jasmine, au moins expliquer aux auditeurs, ça veut dire quoi un centre d'accueil fermé? Ça veut dire que les portes sont barrées, qu'on peut pas sortir quand on veut, qu'il y a des agents de sécurité, que dès qu'on rentre dans notre porte, les portes sont barrées magnétiquement, donc impossible de pouvoir les ouvrir de l'intérieur. N'est-il pas exact de dire, vous savez, Jasmine, c'est une prison. J'ai osé dire... Les détenus sont mieux traités que nous autres, là. Mais il y a de quoi se rebeller, sérieusement. Moi, fermement, c'est ça, je me devant un comité de discipline, imaginez-vous donc que j'ai été allé affirmer qu'un centre d'accueil fermé, c'était une prison pour jeunes. La pédopsychiatre m'avait ramassé. Tout le monde trouvait épouvantable, ignoble les propos que je venais de prononcer. Vous avez dit la vérité, M. Mailloux, parce que les gens qui n'ont pas connu cette réalité-là ne savent pas ce que c'est. Jasmine, moi, quand j'ai... Oui. Jasmine, on lâche pas. Et c'est votre histoire personnelle, puis c'est comme ça. Hein? Ça serait le fun que les gens aient votre ouverture d'esprit. Ça serait... on vivrait dans un monde meilleur. C'est grâce à des personnes comme vous qui témoignent sur nos ondes aussi qu'il y a une ouverture d'esprit qui va se produire. Merci beaucoup, Jasmine. Il y en a des gens, il y en a des gens qui sont ouverts d'esprit, mais il y a encore du travail à faire. Oh oui! Bye! Bye, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. C'est sûr qu'ils sont jugés beaucoup, là. Tu sais, ça fait partie de l'histoire, mais c'est vrai que c'est une étiquette, là. José, des escortes indépendantes, il y en a pas mal au Québec. Lorsqu'on va les chiffrer, on va peut-être tomber en bas de nos chaises. C'est juste ça que je voulais dire. Alors, faites attention avant d'étiqueter salement une femme qui a de l'allure, qui agit comme escorte. Faites attention. Il y en a plus que vous le pensez. Et ceux qui y ont recours pourraient peut-être aussi vous surprendre. Ah, ça, c'est drôle, hein? J'ai pas de doute, par exemple. Ça, cette affirmation-là, je le crois. Faites attention, ne pavoisez pas trop vite, vous pourriez être surpris. On va aller parler avec Guillaume qui nous appelle de Magog. Bonjour, Guillaume. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Bonjour, Guillaume. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parce que je suis dans mon véhicule. Puis Oui, OK, parfait. Lâchez-vous, on vous entend suffisamment. Parfait. Moi, j'ai un problème qui dure depuis quelques années, OK? Mon passé... moi, à contraire de l'autre personne, je peux dire que mes géniteurs, c'est des très bons parents, ils nous ont donné des bonnes valeurs, etc. C'est pas pour me vanter, c'est vraiment pour dire que, il y a des deux dans chaque monde. Moi, à l'âge de 20 ans, j'ai étudié pilote d'avion, j'ai fini mes commerciales, multimoteurs, instruments. Les tours du 11 septembre ont tombé 2 mois avant que je finisse mes cours. OK? Alors, suite à ça, moi, j'ai pris mon pack-sac, je suis parti en Amérique centrale, puis ça a duré 3 ans cette fois-là. OK? Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Guatemala, je t'arrêtais là pour 2 ans. Je reviens au Québec, j'ai un petit peu le mal du pays, je prends un cours en tourisme, puis je me fais engager par Vacances pour Mont-Royal, et là, je suis superviseur de destination à Cuba, Venezuela, Argentine. Argentine, c'est pas pour le travail, mais je suis allé là. Et j'ai terminé les 4 dernières années au Mexique, où est-ce que j'ai connu ma femme et que ma petite est née au Mexique. Ça va jusque-là? Oui. Parfait. 2 ans après mon retour fixe au Québec, je commence à avoir des symptômes, là, vraiment, là, des symptômes très désagréables, là, que moi, j'associe à des parasites. OK? On s'entend? J'ai vécu dans des zones endémiques pendant plusieurs années à manger dans les postes où ce que les locaux y mangent, à faire ce que les locaux y mangent. Allez-y, continuez. Bon, c'est ça. Fait que je reviens ici.
là, je m'en vais au CHU à Sherbrooke. Non, c'est dans ta tête, ça se peut pas les sensations, tout ça. Parce que moi, mes sensations, c'était comme des douleurs intenses aux intestins qui commençaient. Ça migrait vers la droite un petit peu. Après ça, plus longtemps ça passait, j'avais des grosses toux, puis j'expulsais les affaires qui voulaient que je, fallait que je déglutine encore. Oui, allez-y, continuez. Je demande d'être vu en infectiologie. Il me voit, non, t'as absolument rien. À McGill, Dr. Ward, qui est le supposément le meilleur microbiologiste au Québec, il dit non, la femme, oui, a besoin d'être checkée. Le père et la petite n'ont pas besoin d'être checkés. Fait à partir de là, moi, j'ai été plus... Mais toujours en me faisant traiter comme un fou ou comme si j'avais un délai, mais j'avais pas accès à mes dossiers médicaux encore, vous comprenez? Oui. Fait que... moi, je m'en vais au Mexique. Au Mexique, je reçois des résultats positifs. Andalimax Nana et Antamioba Histolica. OK? Oui. Je m'en viens ici, ils me disent, non, c'est des faux positifs. Ils n'ont pas la technologie pour trouver ces affaires-là. Au mois d'août, mon médecin au Mexique m'a très bien traité. Je me suis senti super bien, mais j'ai une rechute. Fait que je m'en vais au CHU encore. Là, ils me disent, non, t'as absolument rien. Ils me connectent sur les moniteurs. Moniteurs, ils sonnent. Savez-vous ce qu'ils font, les infirmières? Ils viennent taiser sur mute. Fait que là, je suis comme, hey, c'est quoi qui se passe? 6 mois passent, encore les mêmes symptômes. Là, je m'en vais chercher mon dos. Là, au mois de décembre. Oui, regardez. Oui. OK. Finalement, là, est-ce que cette histoire-là a connu un dénouement? Non, c'est ça, là. C'est là où on en est, là. En décembre, je m'en vais voir le docteur Blindman encore en clinique tropicale. Et lui, il commence à vouloir me prescrire du Respiridone. Vous comprenez? Oui. C'est un antipsychotique. Alors, vous avez passé... un antipsychotique pour les maniaco-dépressifs. Non, c'est un antipsychotique pour traiter la schizophrénie, c'est-à-dire des délires, différents types de délires. Fait qu'on vous prenait vraiment pour quelqu'un qui inventait, là. Oui, c'est ça. Sauf que moi, j'ai des résultats positifs. Fait que là, après ça, ma femme, elle voit ça. Ma femme qui est mexicaine, elle communique au Mexique, là, on trouve un épidémiologue là-bas. L'épidémiologiste là-bas, il dit, qu'est-ce qu'ils font pour votre mari avec ces symptômes-là? Absolument rien. Ils veulent juste prescrire de quoi pour la tête. Fait que finalement, je m'en vais au Mexique. Ils me traitent. Ça fait 3 fois que je vais au Mexique, plusieurs milliers de dollars que je dépense. Mais quand j'ai eu accès à tous mes dossiers médicaux, Dr. Mayou, là, c'est incroyable. Il n'y a aucun d'un médecin ici qui a voulu me traiter à cause que, il a dit que c'était un délai parasitaire puis qu'il m'a dit que c'était des faux négatifs. Depuis ce temps-là, j'ai cette étiquette-là. Fait que je suis allé au Jewish Hospital, non, t'es en parfaite santé. Au CHU, t'es en parfaite santé. Et à McGill, t'es en parfaite santé. Sauf qu'au Mexique, ils me disent, si tu prenais cette affaire-là puis qu'ils ne te traitaient pas pour ce que tu avais, t'étais en train de crever. Mais Guillaume, est-ce qu'ils ont trouvé un traitement efficace au Mexique? Là, oui, c'est le praziquantel que j'ai pris il y a 3 mois. Je recommence un traitement. C'est juste que c'est le fait... Est-ce que quelqu'un qui paye ses impôts au Québec... Est-ce qu'ils ont isolé au Mexique une amibe ou un parasite quelconque? Plusieurs. L'épidémiologue là-bas, il a dit, j'ai jamais vu autant de parasites en une seule personne. OK, en tout cas. Mais c'est fâchant, votre cas, sérieusement. Oui, c'est fâchant, mais c'est parce que n'oubliez pas que les frontières sont quand même ouvertes aussi à l'immigration. Puis, tu sais, si un migrant qui arrive ici puis qui se plaint de douleur d'estomac ou de quoi que ce soit. Vous êtes pas au niveau des maladies tropicales, c'est pas le point fort des médecins du Québec. OK? Je vous dis ça en passant. OK? Oui. On va se quitter là-dessus. Merci d'avoir appelé. C'est effectivement, il a été étiqueté comme un malade psychiatrique. Et d'aucuns prétendent, ils lui ont identifié tout un paquet de parasites dont il était porteur. D'autant plus que c'est un Québécois, on n'a pas de système immunitaire il y a une certaine immunité qui peut jouer contre les parasites, contre certains types de parasites. Alors, ceux qui font des longs séjours dans les pays tropicaux, oui, soyez prudents. Il y a des places qui sont plus spécialisées que d'autres. Il y a des endroits qui sont moins capables de faire des diagnostics de maladies tropicales. Alors, des histoires un peu semblables, j'en ai entendu plusieurs. On va aller à la pause, Doc. On veut savoir de votre côté, est-ce que vous avez une étiquette qui est lourde à porter? On a juste rapidement au 25226, femme 49 ans, oui. Mon père n'a jamais travaillé en plus d'être alcoolique. J'ai eu l'étiquette d'une vaurienne, même si j'ai toujours travaillé et ne prends pas de boisson. J'ai été... Intéressant.
il y a des étiquettes empreintes de méchanceté. Et ça a été par sa C'est famille clair, là. de sa mère Voilà. qu'elle a été étiquetée. Voilà. Méchanceté. Autrement dit, l'étiquette devient un prétexte à exprimer une méchanceté, une cruauté envers quelqu'un. Ça peut aller Il jusque-là. y en a combien des... moi, j'en ai entendu beaucoup des histoires comme ça. Arrive au secondaire. Exemple, une femme, une fille au secondaire. Puis là, tout de suite étiquetée parce que son frère ou sa sœur était passé avant elle, puis c'était une petite bombe. Puis elle a même pas encore démontré qui elle était, qu'elle était étiquetée. Ah, c'est la sœur d'un tel, elle doit être comme ça. Tu sais, ça existe, ça aussi, là. Oui. Alors, oui. Oui. Jugement facile, là. Il y a certaines enseignantes qui ont le jugement facile. Un a priori, ce qu'on appelle un préjugé. Exact. C'est de porter un jugement basé sur rien. Oui. On va à la pause. Alors, est-ce que vous avez porté encore même une étiquette qui est lourde à porter? Racontez-nous, réservez votre circuit téléphonique ou encore textez-nous au 25226. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous portez une étiquette qui est très lourde à porter ou si vous en avez eu une. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour vous en débarrasser? Notre premier auditeur qui a téléphoné, il a fallu qu'il déménage à 5-6 heures de chez eux. Fait que ça peut aller jusque-là, là, dans certains cas. On va aller parler avec Denis, qui est avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Denis. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux, à tout le monde. Oui, bonjour, Denis. Moi, j'ai quelque chose qui me gosse, là. Puis, Doc Mayou, je pense que vous allez me comprendre. J'ai déjà appelé, puis j'ai parlé de mon état de santé. Moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante. J'ai 2 prothèses de hanche, plus une prothèse d'épaule. Donc, ça paraît pas physiquement. C'est pas comme vous, là, que j'ai... ou j'ai pas de fauteuil roulant, ou... mais j'ai une démarche qui fait que c'est spécial. Ben oui. Et souvent, je passe pour un gaucho. Et ça me gosse, là. Ça me gosse. Des fois, j'arrive à un dépanneur, et puis, mettons, la police est dans le coin. Elle me voit sortir, elle me colle. Bon. Puis après ça, ils voient bien que je suis pas chaud, là. Non, Denis, quand même, regardez, est-ce que vous avez un bracelet Medical Alert avec votre diagnostic en dessous? Oui, j'ai un collier. Ah, OK, vous avez un collier. Bracelet, moi, je l'ai en collier. Bon, et où c'est marqué votre diagnostic et démarche hésitante ou démarche titubante ou peu titubée? Exactement, mais sauf que je le porte pas tout le temps. Vous aimeriez Quand pas je mieux me un calme- bracelet? Oui. Hein? Vous je me aimeriez pas calme, mieux j'ai un aucun bracelet? problème. Ouais. OK. Non, mais moi, c'est pas un bracelet, c'est vraiment une médaille, là, comme un collier, là. Ouais, ben ce serait pas plus simple, un beau bracelet, là. Mais- Les Medical Alert, ils en font des beaux. Mais Denis, à tout respect, j'ai de la misère avec d'appeler ça une étiquette, là. Parce que vous avez, oui? tu sais, non, mais dans le sens que c'est pas écrit comme vous le dites. Tu sais, moi, j'aime autant qu'un policier ou que quelqu'un arrête quelqu'un qui titube, qui vérifie si Oui, c'est oui. bien ça, qu'il laisse aller en se disant, il y a peut-être telle maladie, là. Tu sais, Ah oui, ça, c'est correct, c'est correct, mais c'est parce que, mettons que je descends de mon auto, là, je pars, puis je fais 30 minutes d'auto. Et quand je sors d'auto, c'est spécial. Bon. Et puis, si je suis Ben assis non. au restaurant pendant, je sais pas, moi, 30-35 minutes, puis je me lève pour aller à la salle de bain, là, les gens me regardent. Ou quand j'arrive, parce que là, j'ai une démarche qui est comme, faut que je m'ajuste. Puis quand je mets mon manteau, ben c'est la même chose, là. Et des fois, Denis, à cause de vous avez l'épaule, raison. Écoute, vous avez jamais, à date, vous avez quel âge, là? 53. 53 ans. Alors, une spondylarthrite ankylosante, c'est votre colonne vertébrale qui se soude, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, là, oui. Et à l'heure actuelle, et ça touche aussi vos articulations de la hanche, En général, et vous avez là. eu, ça a été remplacé. Parce que ce spondylarthrite, J'ai deux. Puis là, j'ai une sondue, là. Ça fait 25 ans que je suis comme ça. ah, là. ouais. Et puis, la semaine passée, là, 2 semaines, pardon. Oui. Je vous conte l'histoire, puis j'étais... Non, j'étais attendez hors un de peu, moi. Denis. Attendez un peu, Denis. Oui. Parce qu'il y a un point que vous soulevez qui est important. Puis il y a des policiers qui sont à l'écoute, José. Alors, il y a des policiers qui peuvent être plus ou moins agressifs et pas trop prendre le temps de vérifier certaines données.
D'où l'importance d'avoir un bracelet et de le porter. Correct? Bon. Oui, je suis d'accord. Je vais vous raconter une petite anecdote très brève. 24 décembre. 24 décembre, quelqu'un a fait un ACV. Descend avec sa conjointe à Gaspé. Se fait arrêter dans le coin de New Carlisle, une affaire comme ça. Les policiers, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, mais ils l'ont fait marcher, évidemment. Il titubait un peu. Exactement le genre de démarche. Il était resté avec certaines séquelles physiques. Oui, parce qu'on les médecins appellent ça la marche de canard ou de pingouin. Oui. Et là, les policiers, comme ils ne sentaient pas l'alcool, étaient convaincus qu'il avait pris de la drogue. Ouais. Avec sa conjointe, ils l'ont emmené au poste. Ils ont tout vidé les bagages. Tout. Fouillé le kit. Ça a duré une bonne partie du soir du 24 décembre. Ouais. Il avait fait, j'ai expertisé ce patient-là, il avait fait un ACV. Et les policiers, c'est pas des médecins. Portez, s'il vous plaît, un bracelet Medic Alert. Oui, mais je parle pas juste des policiers, là, je parle des gens en général. Oh non, les gens se laissent les faire. C'est pas important, ça. Ouais. OK? Hey, on va se quitter là-dessus. Merci si on commence à se soucier de ça, mais quand j'arrive en quelque part, j'ai de la misère avec ma prothèse, puis écoute, j'ai l'air d'un gars chaud avec ma jambe de bois sur la glace, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Bon. Quand je suis en béquille, ça paraît que j'ai juste une jambe, et puis quand je suis avec ma prothèse, j'ai l'air normal, puis j'arrive pour monter un escalier, puis je monte l'escalier comme un enfant de 3 ans. Bon. Ceci étant dit, c'est parfait. Il faut l'accepter, je pense, là, que les gens ils peuvent se faire une idée. Tu sais, c'est pas... Oui, et on fait des émissions dans ce sens-là. Ah oui. Puis c'est pour ça, vous savez, il y a des conditions médicales qui peuvent faire marcher quelqu'un un peu croche. Surtout ceux qui ont fait des ACV, des accidents ou AVC. Là. Ah oui. Jadis, on disait ACV. Maintenant, on dit AVC. Oui. Et nous, on va dire... La modernité. Nous, on a un mot qui revient souvent, c'est pause. Alors, on va y aller souvent. On y va de ce pas. Est-ce qu'on vous a déjà jugé à tort? C'est notre question au 25-226. Est-ce que vous avez une étiquette là, qui vous colle à la peau? Racontez-nous, réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si vous avez une étiquette qui vous colle à la peau. Réservez votre circuit téléphonique. C'est le fun de vous parler sérieusement. Et on a différentes histoires, c'est bien évident, par texto aujourd'hui particulièrement. Merci beaucoup d'écrire. Là. Et j'en lis, je vais au hasard. Fan, 33 ans. Mon étiquette est celui du mouton noir. J'ai une jumelle fraternelle et nous nous sommes toujours fait comparer. Même si nous sommes complètement différentes, autant physiquement que mentalement. Je suis présentement en thérapie, 9e session, et je réalise aujourd'hui que je ne suis pas un mouton noir, je suis simplement moi. J'ai eu ce titre car moi, contrairement aux membres de ma famille, j'exprime mes émotions, je définis mes limites, etc. Ben tanné d'être associé à cette étiquette, mais grâce à mon thérapeute, je suis en train de me libérer. Oui, il y a une différence entre un mouton noir, quelqu'un qui a un gros fond de méchanceté, versus un membre d'une famille qui n'est pas conformiste, qui ne se conforme pas aux dictats de la matriarche ou du patriarche dans certains cas. Ouais. Alors, on va étiqueter, effectivement, dans beaucoup de familles au Québec, un mouton noir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se conforme pas à la ligne du parti familial. C'est comme en politique. En politique, on n'invente rien. C'est vrai, hein, pareil. Ouais. La ligne de parti, c'est comme le conformisme à la matriarche, la bonne femme de la famille. On étiquette les enfants beaucoup dans une famille aussi. On ne l'a pas abordé, ça. Mais dès le jeune âge, bien, là, ça, c'est le tannant, ça. Ça, c'est le... Tu sais, c'est pas nécessairement une bonne idée, d'après moi. Ça dépend. Un mouton noir, si vous avez un mouton noir dans une famille, une espèce de truand, délinquant, voleur, trafiquant de drogue, c'est un mouton noir. Les moutons noirs, ça existe. Oui. Mais là, dans son cas, est-ce que c'était ça? On a quelqu'un, il dit, puis ça, d'après moi, c'est pas le seul, là. J'ai encore l'étiquette de fils de riche crosseur. Quand mes parents ont une très grosse compagnie dans le domaine de la construction et que ça fonctionne très bien.
J'aimerais ça, ce titre-là, moi, fils de riche crosseur. Mais c'est le crosseur qui est trop, là. Parce qu'au Québec, quand on fait de l'argent, les gens pensent que c'est illégal. Ou... Il y a des étiquettes qui me dérangeraient moins que d'autres. C'est le mot riche que vous aimez. Là. et crosseur me dérange pas tellement. Moi, je l'aime pas. Je dirais que le mot crosseur m'importune peu. OK. Tant qu'il y a le mot riche à côté. Hein? Oui. Okay. Je vais lire maintenant. Femme, 29 ans. Ma sœur plus vieille est une menteuse, manipulatrice, profiteuse qui se met en couple avec des hommes pour leur argent. Elle n'a jamais travaillé. Elle utilise ses charmes pour parvenir à ses fins. Je suis aussi une jolie femme, mais au secondaire, on se méfiait de moi à cause de sa réputation. Aujourd'hui encore, j'entends parler de la réputation de ma sœur et aussitôt qu'on découvre qu'on est de la même famille, on me met la même étiquette qu'elle. Pourtant, je travaille pour mon argent. Je n'ai absolument rien en commun avec elle. C'est lourd à la longue. Bon. Chère auditrice, c'est que la situation est beaucoup moins problématique que vous ne le croyez. Alors que votre sœur soit menteuse et profite des largesses financières de ses compagnons, c'est pas tellement un problème en soi. Pas trop de problème avec ça, mais premièrement, ça me regarde pas. Deuxièmement, il est où le problème? Elle est jolie et elle fréquente des hommes qui sont fortunés. Y a-t-il un petit peu de jalousie là-dedans, vous pensez? Moi, c'est ça que j'ai ressenti Madame, quand j'ai lu le vous avez message. 29 ans. On s'en maudit-tu du comportement de votre sœur? Puis même si, à un moment donné, par association, puis, il est où le tort? Le comportement de votre sœur est beaucoup moins répréhensible que vous l'imaginez. Écoute, elle est menteuse. Des femmes qui sont menteuses, qui profitent de leur beauté pour s'attirer des faveurs financières. On fait-tu le décompte? Fais-tu le décompte au Québec? On fait une question spring? Avez-vous déjà profité de votre beauté pour soulager un peu le portefeuille d'un homme? Hey, c'est un bon sujet, ça. On va prendre ça dans le calepin. Oh! Je badinais. Ah oui? Ben, j'haïs pas ça, moi. Moi, j'aime ça avec... Les auditeurs sont super francs et honnêtes avec nous. Oui, ce sont des comportements relativement fréquents. Et les hommes, tu poses la Arrêtez. question aux deux. Avez-vous déjà profité de votre argent pour être capable de pogner une femme? Une belle femme? Qui était beaucoup plus jolie que ce à quoi vous auriez eu droit. Hey, ça pourrait être très Entre bon. guillemets, respectueusement dit. Hey, on va garder ça. Moi, demain, je suis en congé, fait que je serai pas là. Mais on va garder ça. Moi, j'ai toujours été impressionné par l'histoire conjugale de Gilles Latulippe. Allez-y. Gilles Latulippe avait une conjointe qui était d'une beauté remarquable. Et, écoutez, respectueusement dit, j'aimais beaucoup Gilles Latulippe, y avait-tu quelqu'un de plus laid que lui au Québec? Ben, Pierre Pellado. Puis il était tout le temps avec des belles femmes. Ben, moi, c'était ça mon mystère. Hey, je m'excuse, là, mais il était vraiment pas beau, là. Il fallait qu'il y ait des belles femmes pour avoir un beau Pierre-Carl, là. Alors, c'est important qu'on relativise. Sérieusement parlant, on relativise. L'auditrice de 29 ans, je comprends son point, mais à 29 ans, elle devrait relativiser d'abord le comportement de sa sœur et d'y être associée à l'occasion, puis, big deal, il y a où le problème? Bon, il y en a. Et, vous savez, si vous enlevez toute occasion d'expression de méchanceté à l'être humain, vous allez avoir une guerre civile. Soyez un peu permissif dans l'expression de la méchanceté d'autrui. Ça permet de ventiler, de ne pas te garder de crotte sur le cœur. Pas trop. Avant d'aller à la pause, homme 47 ans. Oui, j'étais étiqueté comme un homme menteur, crosseur. Oui, j'ai été comme ça dans le passé. Et grâce à cela, j'ai dû me donner un coup de pied au cul et quitter le Québec pour recommencer ma vie honnêtement, avec en tête que je suis une très bonne personne. Aujourd'hui, je suis en Alberta et je n'ai plus la pression d'essayer de démontrer que j'ai changé. Merci pour votre merveilleuse émission. Ouais, mais écoute, là, vous savez, cher auditeur, vous avez vieilli. Puis vous vous êtes tanné de certaines conséquences.
Mais s'il vous plaît, d'avoir été menteur et crosseur fait partie de votre histoire personnelle. C'est comme l'escorte de tout à l'heure. Mais d'aller vous proposer comme une très bonne personne, s'il vous plaît, étirez pas votre élastique trop fort. Il va vous péter en pleine face. Écoute, la modération a meilleur goût. Et que dire de la modestie, José? C'est sur ces paroles sages, nous allons à la pause et on va vous parler au retour. Si bien sûr, vous réservez votre circuit téléphonique pour nous dire quelle étiquette vous avez de coller à la peau. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Doc, Au réseau Cogeco. Tout d'abord, je vais rassurer les gens, OK? Parce que j'ai dit tantôt que moi, je suis en congé demain. Vous êtes là demain. Donc, l'émission aura lieu. Alors, vu que je travaille plus fort que le Doc, j'ai un congé de plus. Non, c'est une joke. C'est des farces. Et avant qu'on aille à la pause, il y a un thème qui est survenu et on a eu des réponses suite à ça. Et je vous propose même, les auditeurs, de nous contacter si vous vous reconnaissez là-dedans. Est-ce qu'on vous a déjà traité ou que vous êtes senti comme étant le mouton noir dans votre famille? Parce qu'il y a quelqu'un qui a amené ça. Et vous voyez, déjà, Julie a répondu. Elle dit merci d'en parler. Elle dit je suis la folle, la spéciale dans la famille. J'ai un franc-parler et je ne suis pas hypocrite à comparer aux autres. Je dis tout haut à la place de parler dans le dos et ça dérange. Alors, elle est cataloguée, c'est ça, cataloguée, étiquetée, comme étant une mouton noire. Faussement mouton noir. Alors, un mouton noir, c'est un délinquant, c'est un truand dans une famille. Ça existe. Maintenant, cette étiquette-là est souvent utilisée pour exprimer du mépris envers un membre de la famille qui ne se conforme pas à la ligne de parti dans la famille. Ou tu sais, des expressions méprisantes, là. Ah, ça doit être le laitier, celle-là. Tu sais, des choses comme ça. Ben oui. Oh oui. Expression de mépris. Il y en a une, j'aurais aimé ça qu'elle nous appelle pour nous en dire plus. Parce qu'elle dit, moi, j'en aurais long à dire sur l'étiquette que j'ai dû vivre tout au long de ma carrière militaire. Car je suis une femme. Mais ça veut dire quoi, là? Quelle étiquette, là? Lesbienne? Tu sais, on y va d'un préjugé, là. C'est quoi l'étiquette? Oui, c'est écoute. Eh boy. Il y en a là, une. Oui. Là, on parle de toute une histoire. D'abord, ça dépend dans quel corps de métier. Madame, il y a des corps de métier où ça prend des hommes entraînés, solides, résistants. Ben, une valeur. Vous avez beau être une femme résistante, entraînée, mais vous ne ferez pas, vous allez ralentir vos camarades dans certains corps de métier. Vous allez leur nuire. Je vais même jusque-là. Non, moi, Arrêtez de penser que vous pouvez faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y en a qui sont bons, par exemple. Moi, là, on va pas repartir un débat. Il y en a qui n'ont pas d'affaires là, pas en tout. Mais il y en a qui sont bonnes. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont fortes, il y en a qui sont aptes. Mais il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier que les autres. C'est juste ça, là. Faut pas généraliser. Bon, deuxièmement, dans certains corps de métier, dans les Forces armées canadiennes, ça prend un esprit de groupe. Un esprit de groupe, 7 hommes et une femme, ça peut ne jamais se produire. Alors, mesdames, dans certaines circonstances, vous pouvez devenir une nuisance à l'esprit de corps, l'esprit de groupe. Vous pouvez, dans certaines circonstances. Parce qu'il y a des tarlats qui ne veulent pas vous laisser votre place. Mais c'est la femme qui va écoper parce que des tarlats sont trop machos. C'est ça qui est plate. Non. Dans certaines... Écoute, tu prends des commandos, tu prends des missions. Il y a certains types de missions, ça prend un esprit de corps masculin. Il n'y a pas de place pour une femme. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Mais pas... Par contre, dans d'autres, ça peut être par pur machisme. Ben oui, c'est ça. Ça dépend, là. Mais en partant, là... Il y a combien de corps de métier dans l'armée? Ça serait assez simple à régler, moi, vous dire de quoi, s'il n'y avait pas de parité homme-femme dans la vie, puis dans notre Québec.
Tu prends le meilleur d'attitude d'Atsaul. Fait que les tarlats, là, ils savent que t'as été choisie parce que t'étais bonne, pas parce que t'étais une femme. Moi, la parité, je trouve tellement que ça nuit, là, ça n'a pas de bon sens. Bon, là-dessus, on est d'accord. Bon, ça fait que si, là, en partant, les règles étaient les mêmes pour une femme que pour un homme et que le meilleur gagne, il n'y en aurait pas de problème. Alors, Ça serait réglé tout de suite en partant? Bon, une partie. Mais dans les situations d'isolement, de situations à risque, prise de risque, ça peut nécessiter un esprit de groupe particulier qui, dans bien des cas, va exclure la présence d'une femme. Deuxièmement, mesdames, si vous voulez, dans des circonstances similaires, effectuer ce genre de tâches-là, ramassez-vous 6 camarades, 6 femmes comme vous, et faites-le. Mais n'allez pas empester nécessairement un groupe d'hommes qui a besoin de se retrouver entre hommes. C'est cette absence de gêne et de jugement que je trouve embarrassant. Il y a beaucoup de corps de métier où ça n'a pas d'importance. Dans les communications, il y a des hommes, des femmes, n'importe quoi. Mais savez-vous ce qui est plate? Oui. C'est que c'est tellement caché. Tu sais, c'est dans le sens que si on avait la vraie information, dans telle mission, ça a foiré à cause de telle... Je sais pas si vous comprenez. Mais c'est caché. C'est caché. Moi, ça me donnerait des arguments. Là, on parle dans le vide, vous et moi, là, parce qu'on l'a pas vu, la mission. On n'était pas là. Puis, tu sais, mais si, un exemple, ça disait telle mission à telle place, dans tel endroit, en telle année, ben malheureusement, il y a une femme, elle a tout fait foirer. Bon. OK. Là, on a une preuve tangible. Ou, dans un autre contexte, dans telle mission, si cette femme-là n'avait pas été là, ça n'aurait pas marché. Mais là, on l'a pas. C'est caché, ces affaires-là. En passant, j'ai une question pour vous. Oui. Ça vient juste, là, c'est pas réfléchi, c'est spontané, ça vient juste de me popper, là. C'est donc bien rare qu'on entend parler que des femmes ont des chocs post-traumatiques. C'est tout le temps des hommes. C'est-tu à cause du nombre? C'est-tu à cause que les femmes vont moins sur le terrain? Je suis curieuse de savoir ça, moi. On n'entend pas... Moi, dans toute ma carrière radio, j'en ai fait des entrevues sur les chocs post-traumatiques. J'en ai fait des entrevues avec les militaires. Je me souviens pas d'en avoir eu une qui a eu un choc post-traumatique. Ben, moi, je peux dire que j'en ai eu en traitement des femmes en choc post-traumatique. Puis en pourcentage par rapport aux hommes? Je le sais pas. Ça là-dessus, c'est une question intéressante. Mais j'ai l'impression que je ne serais pas surpris qu'il y a plus de chocs post-traumatiques chez les femmes militaires que chez les hommes. Ben, on n'entend pas parler. Non. Pour la même raison que tu as invoqué tout à l'heure. Oui, parce qu'ils disent les femmes vont passer pour des mauviettes, pour des pas bonnes. Alors, nous allons avoir, d'ici quelque temps, des données sur les femmes policières. L'augmentation du pourcentage de femmes policières dans le corps de police de Montréal aurait, sauf erreur de ma part, augmenté de façon importante les réclamations à la CSST. Si j'ai raison, c'est inquiétant. Pour arrêt de travail? Oui. Ah oui? Réclamation à l'accident de travail. On pourra en discuter à ce moment-là. Oh, ouais. Alors, on attend les statistiques, chers amis. S'il y en a qui en ont, là, les gratouiller un peu du côté de Montréal, puis faites-moi mentir là-dessus que l'augmentation des réclamations à la CSST n'est pas en parallèle avec l'augmentation du pourcentage de femmes dans le corps policier de Montréal. Et j'avais osé, j'ai péniblement essayé de gratouiller de ce côté-là, puis je t'assure que on essaie de taire l'information. On la livre pas trop facilement. Fait qu'il y en aurait plus que les hommes. Ben, écoute. En tout cas, on va attendre d'avoir le résultat. Puis on va voir. Puis dans les forces armées, c'est pareil. Alors, toute proportion gardée, est-ce qu'une femme militaire a plus de propension à tomber dans un choc post-traumatique qu'un homme? Moi, je serais vraiment... Puis en passant, je suis certaine, là, moi, je suis à Québec, puis on n'est pas loin de Valcartier. Fait que je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui l'a, l'information. Oh oui. Qui pourrait m'écrire... c'est tout connu. Anonyme, là. Tout connu, non dévoilé sur la place publique. Parce qu'on ne veut pas... ternir l'élan de Justin Saint-Clair Trudeau. On va poursuivre
Il y en a une femme 36 ans. Elle dit, j'ai été étiquetée pour avoir eu un père étiqueté, une mère dépressive. Mais elle dit, mais je change mon histoire et je suis bien contente. Oui, mais ça dépend auprès de qui, là. Vous savez, vous pouvez très bien changer votre histoire parce que, pour des raisons qui vous regardent. Maintenant, c'est votre histoire à vous. Jusqu'où vous y gagnez en changeant votre histoire, en niant votre... écoutez, ça dépend. Chaque cas est un cas d'espèce, là. Femme 41 ans. Oui. Moi, j'ai l'étiquette de courailleuse dans ma famille du côté de ma mère. Car j'aime les hommes et j'en consomme de temps à autre comme une femme normale recherchant l'amour. Tant qu'à eux, ils ont aucun homme et n'en veulent pas. Bon. C'est-tu une étiquette? C'est peut-être qu'ils pognent pas. Oui, on est proche d'une autre étiquette. Moi, j'ai souvent vu, on m'a consulté et j'ai entendu une étiquette très fréquente pour beaucoup de femmes, une voleuse de mari. À tort ou à raison? Nécessairement à tort. Ah? Ça doit être dur de dire de quelqu'un qui est voleuse de mari, c'est pas parti avec, là? Une voleuse de mari, ça n'existe pas. C'est un mari qui quitte pour une femme. C'est pas une femme qui va voler l'homme. Voyons, ça n'existe pas, c'est une joke. Mais il y en a qui pognent toujours des hommes mariés, par exemple. Ça les attire. Ça les regarde. Où est le problème? Ben, c'est poche pour la femme, là. Comment c'est poche pour la femme? Mais il y en a qui croient juste des hommes mariés. Ben oui, pis? C'est fatigant, ça. Hein, c'est tout un problème, le trouble. Moi, je me questionnerais à être attiré tout le temps par des hommes mariés. Je me dirais, c'est quoi que je cherche, là? Tu pourrais en profiter pour te questionner aussi sur les hommes mariés qui se laissent causer par une femme qui est intéressée. Hey, on se quitte là-dessus. C'est complète notre émission. Ah, José, it takes two to tango. Oh, yes. Dit l'expression. C'est assez sensuel, du tango en plus. Oui, ça en prend deux pour danser. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Merci beaucoup Alex et Olivier. Je vous laisse demain entre les bonnes mains de Elisabeth Doc Mayou. Prenez-en soin. Oh, alors, comme d'habitude, j'y veillerai. À lundi tout le monde pour moi et à demain pour Doc Mayou. Bye bye. Oui, OK, bye.